Dans les 2 premiers épisodes, j'ai écrit un texte complet et rédigé pour ce que je voulais dire. Là, c'est pas le cas. Bref, salut tout le monde, c'est Falco et aujourd'hui c'est le 3ème épisode du Project Time, je vais très bien et j'aime les bananes. Donc, en partie 1, on va parler de In the Panda. Donc In the Panda, c'est Victor Bonnefoy. Il a créé sa chaîne en 2011 et il a pas arrêté depuis. Sa chaîne, c'est surtout du cinéma, partout, tout le temps et de toutes les manières possibles. Sur sa chaîne, principalement, il y a, de mon point de vue, principalement, il y a Unknown Movies, qui est pour l'instant en 3 saisons, qui présente des films vraiment inconnus du grand public, tout en le mettant dans une fiction, en fait. Il incarne le rôle d'un tueur en série, si je me souviens bien. J'ai pas vu la série, mais je pense aller voir, c'est cool. Voilà, l'avant-première du dernier épisode, du final de Unknown Movies est passé en salle à Paris et à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc il y avait du monde, concrètement. Sur sa chaîne, il fait aussi des critiques. Donc ça, c'est chaque semaine, vraiment. Chaque semaine, il fait une critique d'un film qu'il allait voir au cinéma. Donc il fait une analyse, il donne son avis sur les différentes séquences du film. Il fait ça à chaud, vraiment. C'est-à-dire qu'il écrit pas de texte. Et il fait ça quasiment juste après avoir vu le film. Genre il est allé le voir le soir, bon bah il le fait dans la foulée quoi. Souvent il parle des conséquences que va avoir le film sur le monde du cinéma et ou le monde, la politique en général. Donc par exemple, quand il parle d'Abars ouverts, n'allez pas voir ce film. Voilà. Quand il en parle, il analyse le film en lui-même, donc les personnages, la réalisation, etc., ce genre de choses. Et après il parle de l'impact que ce film peut avoir sur la société, vu que c'est quand même un film raciste quoi. On parle d'un cliché de gauchias sur des clichés de Rome. Voilà, bon. Et donc chaque année, il fait 2 vidéos, un top film et un flop film. Pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est une vidéo où il présente les 5 meilleurs films, à son sens, seulement de son avis, de l'année, et puis les pires films de l'année, aussi, à son sens encore une fois. Donc en 2016, faut pas y aller par 4 chemins, dans le top 5 il y avait Suicide Squad, hein. Voilà. Parmi ses exploits, parce qu'il faut parler de ses exploits, il a fait une critique sur La La Land en chanson. Parce que La La Land est une comédie musicale. Du coup, il est arrivé, il a dit bah tiens, je vais faire une chanson. Et il a fait une chanson pour critiquer La La Land. Avec Monsieur Yéyé, hein, Mister Yéyé qu'on aime bien, qui a fait les chœurs et l'instru. Et sinon, bah il fait de la musique aussi. Hein. In the Panda, il fait du chant et il fait de la guitare. Et il y a longtemps, dans des temps reculés, il faisait des covers, genre il a fait un cover de Fauve, je crois, il y a longtemps, bon, il fait ce qu'il peut, mais sinon il a été dans L'Ange déchu de Mister Yéyé et Murmure, plus récemment. Et maintenant je vais m'attarder un peu plus longtemps sur un truc qu'il a fait récemment, à savoir ses vlogs. Donc il y a pas longtemps, il a fait un Ulule, et dans un Ulule, il y a des contreparties. C'est-à-dire si tu donnes un truc, si tu donnes une somme, t'as une contrepartie. Donc c'est un petit truc pas cher en général, mais c'est pour le geste. Et donc là il s'est dit, il était bourré, hein, faut le préciser, et il s'est dit avec un pote à lui, viens, on va livrer les contreparties, genre en main propre. Donc il a fait ça, il est parti dans toute la France avec son ami Bressou, livrer les contreparties Ulule en main propre aux gens, comme ça, au calme. Et du coup il a tout filmé avec sa GoPro. Et comment je peux résumer ça? Il va dans des villes, il fait des meet-up, et c'est cool. C'est-à-dire, quand tu regardes, c'est mon cas, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais quand tu regardes ces vlogs, la moitié des gens qui regardent s'ennuient, tu vois, se font chier clairement, ils disent ouais, c'est pas drôle, on s'en fout. Et le reste des gens, c'est les gens un peu comme moi qui sont un peu dans la merde émotionnellement et qui vont dire ah c'est cool, c'est apaisant. Je veux dire, on se sent bien en regardant ça. On se sent bien et du coup on a envie de regarder. Et le défi c'est surtout de faire un vlog de 10 minutes tous les 2 jours, ce qui est un peu compliqué parce que si t'es en voyage, faire du montage c'est un peu dur. Mais voilà, c'est vraiment apaisant, et puis il y a une partie apaisante, enfin je dis apaisant mais c'est juste que c'est cool, c'est un peu drôle, c'est heureux quoi, parce qu'il est heureux. Il y a une partie qui est heureuse où il remet les contreparties, où il fait des meet-up, où il pose des questions à des gens, etc. Et il y a une partie intéressante dans chaque vlog où la personne qui l'héberge, il lui demande un avis sur internet et la culture, sur le cinéma. Il y a une partie intéressante à chaque fois, et intéressante dans le sens enrichissante.
C'est vraiment cool, faut allez voir ça, je pense si vous voulez commencer par quelque chose pour In The Panda, allez voir ça. Donc maintenant on va parler de Panic at the Disco et de My Chemical Romance. Panic at the Disco, je l'ai découvert à le début du mois, c'est une pote qui m'a montré. Dans le groupe il y a 4 pélos je crois, oui c'est ça. Il y a 4 pélos de base, donc Ryan Ross, Spencer Smith, Brendon Urie et Brent Wilson. Ils ont fait un premier album en 2005 qui s'appelle A Favor You Can't Sweat Out, et dedans il y a leur titre le plus connu. Et au niveau des membres, c'est-à-dire maintenant c'est un peu la merde. Genre, j'ai dit 4 membres de base, donc parmi les 4 il y a un chanteur qui s'appelle Brendon Urie, et c'est lui le seul membre actuel. C'est-à-dire il est tout seul. Voilà. Pour parler de ce groupe, je vais parler d'un clip. Le clip c'est LA Devotee, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est celui-là que je voulais parler. Donc dans le clip, c'est assez particulier parce que la musique c'est un peu, c'est du rock alternatif quoi. Donc c'est un peu des airs de pop, c'est un peu des airs de rock et c'est un peu des airs d'émo. Dans le clip donc on voit un gamin qui est attaché à des liens. Donc, oui, enfin il est attaché à une chaise en fait. Et ce qui se passe c'est que d'abord c'est lui qui dit les paroles. Puis après il y a un des membres, je crois que c'est Brendon Urie mais je suis pas sûr, qui chante. Donc qui dit la suite du texte. C'est assez particulier quand t'as écouté la musique avant de regarder le clip. Le truc que tu t'imagines c'est une seule personne qui le dit, il y a 3 personnes qui le disent en même temps, ou pas d'ailleurs en même temps, et c'est assez chelou, c'est-à-dire parce que la salle dans le gamin où il est enfermé, déjà il est attaché à une chaise, voilà, et puis en plus c'est que des objets un peu sataniques autour, c'est assez chelou le clip. J'ai pas trop compris de quoi ça parlait, parce que LA Devotee, je ne le traduis pas. Je ne sais pas le traduire. Ils ont fait, il y a quelques temps, oui il y a longtemps, une version de This Is Halloween pour l'étrange Noël de Mr. Jack, qui est un film de... comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié son nom. Tim Burton. Ouais voilà, exactement, merci. Ils ont repris une musique pour un film de Tim Burton. Voilà, donc This Is Halloween pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs, une parenthèse sur Mr. Jack, en VO, c'est Danny Elfman qui fait le chant pour Jack. C'est-à-dire que le doubleur pour le chant de Jack, c'est Danny Elfman. Donc je sais pas si vous vous situez, Danny Elfman, c'est le mec, bon déjà c'est le mec qui a fait toutes les musiques pour les films de Tim Burton, dont le thème pour le Batman de Tim Burton. Et en plus, ils ont fait une version de Bohemian Rhapsody pour le tristement célèbre Suicide Squad. Ensuite, on va parler de My Chemical Romance. Donc ils ont été actifs seulement entre 2001 et 2013. Donc ils se sont arrêtés juste après. Parce que c'était la merde. Voilà, dépression, alcool. Donc le groupe était composé de Gerard Way, Ray Toro, Frank Lero, Mike Kay. Il a pas de nom de famille. Putain. Ah non, mais c'est Mickey. Ok, non, c'est un personnage. Je suis con. Et James DeWeese, voilà, c'est tout. C'est assez particulier de parler d'eux parce qu'ils ont un univers en fait dans leur musique. Ils créent un univers, ils créent un espèce de scénario, il y a une histoire qui est liée entre les clips. Par exemple, il y a Nanana qui est un clip post-apocalyptique. Ensuite, il y a surtout un clip dont je voudrais parler, c'est Black Parade. Donc non, Welcome to the Black Parade. C'est le clip phare de l'album Black Parade et c'est leur musique la plus écoutée à ce jour. Et le clip est assez ouf. Donc de base, c'est un mec qui est sur un lit d'hôpital, tu vois, donc un truc pas très cool avec des infirmiers autour et des docteurs, je crois. Et il regarde une petite télé où il y a le chanteur qui chante un truc comme quoi quand il était gosse, son papa il l'a emmené voir un groupe de gens qui font de la musique dans la rue. Voilà. Bon. De base c'est ça. Ensuite la musique pète, il répète le texte
et ils commencent à être sur un espèce de... Comment je peux dire ça? Ils sont sur un char en fait, un char de défilé, de festival. Et eux ils sont tous habillés en mode un peu, tu vois, dans l'outre-monde. Vraiment les gars ils sont dans le domaine de la mort, c'est génial. Et ils continuent à chanter, ils sont vraiment dans un défilé avec des gens qui ressemblent, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils ressemblent aux gens, au type de personnes qu'il y a par exemple dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ou dans Les Noces Funèbres. Voilà, j'ai retrouvé le nom du film. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais le personnage qui est dans le lit d'hôpital, c'est Mickey. Enfin, c'est pas le Mickey de Disney, mais c'est le Mickey du groupe, voilà. Et c'est lui qui tombe et c'est lui qui meurt parce que... Pourquoi déjà? Mais c'est une histoire liée entre les clips, c'est un délire, mais j'ai pas retenu. C'est assez nul de parler de musique emo. C'est-à-dire que c'est du rock, et du rock and roll, et du hard rock, mais dans un contexte emo, c'est-à-dire que les paroles, elles sont là soit pour te faire chialer, soit pour te faire bouger la tête, putain. C'est pour les deux côtés, autant pour l'un côté que pour l'autre que j'adore ce groupe, voilà. Ce groupe est cool. Donc maintenant, en partie 3, on va parler de films, de cinéma, c'est génial. Donc dans le premier épisode, j'avais parlé de La La Land, d'un film qui est un très bon film entre autres. Voilà, on va pas en dire plus, hein. Les Oscars, tout ça. Et là, on va parler de 3 films un peu chelous. Enfin, je veux dire, un peu dispersés au niveau genre. Donc on va parler des Gardiens de la Galaxie 2, de Corporate, et du film Power Rangers. Donc, premièrement, les Gardiens de la Galaxie 2, hein, parce que j'ai pas vu le 1. My bad, je suis allé le voir sans avoir vu le 1. Donc, le réalisateur, c'est James Gunn. J'ai vu aucun film de James Gunn avant. Je suis trop nouveau dans le monde du cinéma pour connaître pour de vrai des réalisateurs. Voilà, je m'y connais pas des masses, et j'ai pas de goût particulier, de préférence réelle envers des réalisateurs. À part Tim Burton, j'adore Tim Burton. Donc c'est un blockbuster, et c'est assez bizarre comme blockbuster. Déjà, de base, la réal est pas mal. James Gunn, il a fait un travail assez ouf, rien que sur la réal. C'est, au niveau de la réal, c'est suresthétisé. C'est vraiment suresthétisé. Il y a un plan, tu te dis, ouais putain, c'est beau. Et par exemple, dans Rogue One, il y a des plans, tu te dis, ouais putain, c'est beau. Mais là, dans Guardians of the Galaxy, le plan, tu le prends en photo, comme ça, tu te dis, ah ouais, bonjour, je le prends en photo, et puis tu le mets en fond d'écran. Vraiment. C'est ça, où tu prends une capture d'écran, tu te dis, putain, c'est mon fond d'écran maintenant. Voilà. Parce que, justement, il y a une idée de faire du joli avec les plans. De dire, bon, en plus, voilà, c'est un film Marvel, donc c'est un peu drôle, et ben en plus, on va faire des plans très jolis au niveau de la compo. J'ai pas regardé précisément s'il y avait des conneries, genre la règle des tiers, etc., mais à l'avenir, faudrait que j'analyse un peu plus, parce que, à mon avis, il y a du boulot sur la réal, sur l'esthétisation des plans. À la limite, un point que je pourrais dire, un point mauvais du film, c'est que, même sans avoir vu le 1, j'ai été un peu saoulé des mimiques des personnages. Oui, j'ai compris que Groot, ça veut dire que je s'appelle Groot. Ok, d'accord, j'ai compris. Et d'ailleurs, à propos de Groot, la scène de danse dans le premier plan, dans la première séquence, elle est longue. Elle est très longue. Ok, c'est de l'intro, c'est parce qu'il faut me donner une musique et parce que la BO. Non, moi je trouve qu'elle est un peu trop longue. Ensuite, la BO, tiens, la BO elle est cool. Franchement, la BO elle est vachement bien. Comme dans le premier en fait, c'est un truc un peu vieillot, tranquille. Allez voir sur YouTube la BO, parce qu'elle est sur YouTube comme la première, et puis elle est bien. Voilà. Ensuite, à propos de l'univers, du scénario plutôt. C'est un univers cool, c'est-à-dire c'est dans l'univers c'est dans le Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire c'est dans l'univers de Captain America, de Iron Man, ce que je trouve d'ailleurs assez chier parce que on parle quand même de mecs qui vont dans la galaxie pour défendre des trucs. Voilà, donc les mecs qui sauvent le monde comme ça. Alors que sur Terre on a on a la plèbe qui se bat. Entre eux, voilà, on a les gens qui se battent entre eux et qui font une guerre civile. C'est pour ça je comprends pas, c'est un truc que j'ai du mal. Pourquoi c'est dans le même univers? Marketing, tu vas me dire, voilà, c'est parce que marketing, parce que ce genre de choses. Mais je trouve quand même que c'est assez mal foutu que ce soit dans le même univers que les autres. Évidemment, ça peut apporter des crossovers et des bonnes idées. Mais un pistolet élémentaire sur Terre, voilà.
Et puis surtout que Thanos, c'est pas seulement un méchant dans les Gardiens de la Galaxie. Et après le film, il y a la fin. Vient la fin du film. Enfin, arrive la fin du film, parce qu'on l'a tous venu arriver. Quand la fin est là, tu te dis, ouais, mais enfin, on savait déjà que ça allait se passer comme ça. Ou alors on savait pas, mais on s'en doutait. C'est une happy end. Voilà, mais même si elle est pas dégueu, la fin, on la voit venir de très loin. On la voit venir de très loin. Spoil, hein, voilà, un léger spoil. Il y a Groot qui prend un pâté de C4 et qui va le mettre sur le cœur du méchant, de Ego. Enfin, du méchant. C'est très le manichéisme. Il va le mettre sur son cœur et en gros il doit appuyer sur une suite de boutons. Hein. C'est un gag récurrent. Un mec un peu teubé, il doit appuyer sur une suite de boutons, il s'en rappelle pas. Et je trouve on appuie beaucoup trop sur le fait que Groot il sache pas sur quel bouton appuyer. Et encore avant, quand on demande à Groot d'aller chercher l'espèce de module chelou qu'utilise le mec en bleu, j'ai oublié son nom, my bad, qu'utilise le mec en bleu pour diriger sa flèche, il l'utilise et pour aller chercher le truc, c'est Groot, c'est bébé Groot qui doit le chercher, sauf que bébé Groot, bah c'est un bébé, littéralement. Et on appuie beaucoup trop, c'est-à-dire qu'il y a une suite de plans où il va chercher les mauvais trucs. Voilà, ça m'a pas trop plu. Je pense que c'est un des seuls trucs que j'ai remarqué vraiment qui m'ont vraiment dérangé sur le film. Dans l'ensemble, il est très bien, il marche très bien, il est drôle. Voilà, c'est un Marvel qui marche. Ensuite, on va parler de Corporate, qui est un film français. Cool. Donc c'est un film qui a été réalisé par Nicolas Silhol. C'est un film français répertorié dans la catégorie thriller. Donc un thriller qui parle du monde du travail. Fallait avoir l'idée. Le principe de base du scénario, c'est une directrice des ressources humaines qui est interprétée par Céline Salette, voilà, qui en gros son boulot c'est de pousser les gens à démissionner. Elle va voir les gens, elle leur dit par clairement évidemment, parce que le but c'est de pas les licencier, c'est de pas, parce que quand tu licencies quelqu'un en principe tu lui donnes de l'argent, et quand il démissionne tu lui donnes pas de l'argent. Et du coup, ils cherchent à les faire démissionner de ceux dont ils veulent se débarrasser. C'est-à-dire, il y a un mauvais élément, on va dire, bon, bah écoute, on va lui pourrir la vie et puis il va peut-être démissionner. Et un jour, ça y est, les spoilers arrivent, voilà. Un jour, il y a un salarié dont l'entreprise veut se débarrasser qui suit la DRH dans la rue. Il va voir le salarié, il va la voir, il la suit et au bout d'un moment, il l'attrape par l'épaule. Donc elle se retourne et lui dit bon arrêtez de me suivre partout, gna gna gna, oui j'ai pas répondu à votre mail, biduche truc, mais on veut plus de vous, démissionnez. Voilà. Donc après le lendemain arrive et le mec saute depuis le 3e étage. Donc à partir de là l'intrigue commence avec les enquêtes sur le sujet, la DRH qui est en stress complet, et puis le boss évidemment. Dans le film vraiment il y a un stress permanent. Il y a vraiment un stress permanent que j'ai géré dans le film. Pendant tout le long du film, t'es en stress, t'es accroché à ton siège, tu te dis merde, putain, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pas cool. Voilà. Et même à certains moments, ce que je trouve assez étonnant, il y a des scènes de malaise, genre enfin, juste de malaise. Un malaise qui est abordé de manière, regardez, c'est le malaise, vous allez en chier. Et déjà, tu te sens encore plus mal que pendant le reste du film à ce moment-là. Et en plus, y a des gens qui se mettent à rire. Du coup, parce qu'en général, quand tu sais pas gérer une scène de malaise, tu te mets à rire. Voilà, lol, ce qui vient de se passer, c'est le malaise. L'actrice qui joue la DRH, elle est excellente, genre pour de vrai, j'ai été complètement scotché à son jeu d'acteur. Concrètement, oui, je peux en donner un. Le film est un peu manichéen, au cas où il y aurait des gens qui me suivraient et qui ne sauraient pas ce que ça veut dire manichéen. Quand quelqu'un est manichéen, ça veut dire qu'il dit il y a le bien et le mal, il y a le blanc et le noir. Non, pas dans le terme raciste, mais je veux dire, il y a le côté gentil et le côté méchant, c'est tout. La plupart des Marvel sont comme ça. La DRH, elle a un mari et un gosse, et toutes les scènes avec le gosse, je les ai trouvées géniales, genre vraiment. C'est-à-dire que quand elle est avec son gosse, déjà il parle à moitié anglais, à moitié français, et en plus, c'est le genre de situation quand tu parles à ton gosse et que toi, tes activités sont pas très legit. Et le gosse il arrive, enfin c'est ton gosse en plus, il arrive et il te demande ce que tu fais dans la vie. Et tes activités c'est pas très legit, du coup tu sais pas comment répondre. Et toutes les scènes avec le gosse c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est à la sortie de l'école, la DRH elle vient de se barrer du bureau. Et le gosse il arrive, il fait bah pourquoi t'es rentré maman? Oh mais c'est parce que j'ai pu prendre une pause. C'est un malaise profond et en même temps je trouve ça génial comme scène.
Voilà, ça me touche beaucoup comme, au niveau émotionnel comme scène et je trouve ça génial. Donc évidemment, qui dit film sur le monde du travail dit dimension politique. Voilà, on fait pas un film sur le monde du travail sans parler politique. Parce que le film se place forcément du côté soit des salariés, soit des supérieurs. Et là en l'occurrence, le film se place plus du côté des salariés. Parce que, en parlant du patron d'ailleurs, le personnage du patron, il est assez... Bah, il est froid déjà, de base il est froid. Et quand il se fait enregistrer, parce que la DRH elle vient lui parler et elle enregistre la conversation. Et quand il parle à ce moment-là, sans savoir qu'il est enregistré évidemment, c'est là qu'il dit des trucs salaces et il le dit. Bon, l'acteur est cool, c'est pour ça que aussi ça marche, mais la manière dont il dit, ça, voilà, ça te prend au trip et ça te dit putain, ce mec est un enculé de première. Et étrangement, ce film est trash talk par la presse. C'est-à-dire, je sais plus quoi, je sais plus quel truc, mais je crois que c'est Libération qui lui met 2 sur 5. Le film est, par exemple, par Libération, il critique surtout le personnage de la DRH, que tout le monde, que toutes les presses qui le notent mal, à savoir la moitié, trouvent que le personnage de la DRH est plat. Et c'est ça que j'ai du mal à suivre ça. Pourquoi on peut parler d'un personnage comme ça, aussi profond, aussi en stress, tout le long du film, et lui dire qu'il est plat? Et maintenant on arrive sur la fin de la vidéo et on va parler de Power Rangers. Trop bien. Tout le monde connaît Power Rangers. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas vu la vidéo de Benzaï concernant les vrais Power Rangers, à savoir que les scènes de combat des Power Rangers ne viennent pas de la série Power Rangers. Enfin, qui viennent de séries japonaises, donc vraiment on n'est pas dans le même contexte. Bon, c'est-à-dire un effort de scénario, lol, pour que ça soit cohérent avec les scènes de combat, et puis un effort de montage, parce que foutre des plans comme ça, voilà, tu récupères sur des séries japonaises, bon, ça demande du taf, mais néanmoins, ça, pour moi ça reste de l'escroquerie, ça m'a un peu brisé mon enfance cette vidéo. Allez la voir, je la mettrai en description. Et ensuite, c'est pour ça que voir ce film m'a étonné. Je n'ai aucune idée de si j'ai vu le film avant la vidéo de Benzaï ou si la vidéo de Benzaï est sortie après le film. Mais dans tous les cas, ça m'a un peu brisé sur le jugement de ce film. Donc, déjà, la personne qui l'a réalisé, c'est Daniel Israelite. Je ne connais absolument pas ce mec. Évidemment, c'est produit par Saban, hein, parce que c'est eux qui produisent la série depuis le début. Et c'est particulier comme film. C'est-à-dire, au début, ça m'a fait un peu bander parce que il y a un plan séquence, enfin c'est pas au tout début mais il y a dès l'entrée il y a un plan séquence assez long où en fait la caméra est dans la bagnole et elle tourne de temps en temps. Et il y a un plan séquence. Enfin ils font un plan séquence sur un film Power Rangers. Bon, déjà ça annonce la couleur. Et pendant le plan séquence en plus de ça il y a une musique de 21 Pilots, à savoir We Don't Believe What's on TV. Ensuite, le film est un blockbuster. Mais alors encore plus que les Marvel, c'est-à-dire le film est fait, regardez on met de l'humour un peu pour marcher. Néanmoins, ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un mauvais blockbuster. Et encore une fois, j'ai retrouvé les mêmes journaux qui critiquaient Corporate, mettent une super note à ce film. Je ne comprends vraiment pas les journaux. Déjà le film, il est destiné, enfin les gens qui vont apprécier le film, c'est les nostalgiques de la série et c'est les jeunes enfants, enfin non, ou plutôt les enfants et les jeunes ados. C'est les gens, enfin la tranche d'âge qui peut regarder Power Rangers. Bah ces gens-là, ils vont peut-être aimer le film parce que c'est Power Rangers et voir des Power Rangers dans un trip un peu plus sombre que la série, je te jure que c'est possible. Et bah c'est cool de base. Mon gros fantasme dans la vie, c'est de voir une version sombre, enfin une version dark, une version sérieuse de Power Rangers. Non, c'est pas assez sombre. Enfin, ça reste un blockbuster. Ça reste coloré avec de beaucoup d'humour et avec des gros mechas. Ensuite, à propos de la colorisation du film, même si le film est coloré, il y a néanmoins une dimension politique. Vraiment, c'est-à-dire, les héros, c'est des ados, sans blague. Mais c'est des ados qui ont tous fait de la merde. C'est-à-dire, les héros, ils sont tous dans un centre d'éducation pour jeunes délinquants. C'est-à-dire, on a le héros un peu, j'ai envie de dire, traditionnel, qui est le mec un peu à la cool, mais bon, il a volé une vache. C'est un clip des années 50. Exactement, mais il a volé une vache, et du coup, il se retrouve dans un centre de jeunes délinquants au lieu d'être en prison. Et il se retrouve là, bon, ça lui pourrit un peu la vie, parce que déjà, il perd la confiance de ses parents. Normal, t'as volé une vache, mec, à quoi tu t'attendais. Et en plus,
et ben ça lui brise un peu sa vie dans le sens où il avait des compètes, il avait un avenir dans le sport, il avait de l'avenir dans le baseball, et du coup ça lui brise un peu tout, parce que je sais pas si vous voyez ce que c'est des drafts, c'est des compétitions où les gens ils vont recruter des jeunes dans leur équipe. Et ben il y avait une draft, et ben lui il est en centre de délinquants où il peut pas sortir, du coup il fait pas la draft, du coup il est dans la merde. Ensuite, dans les autres héros, il y a un intello. Oui, dans un centre de délinquants, bon, il y a un intello. Lui, il est, je crois, je me rappelle plus exactement. Il a été dans une mine, enfin dans un terrain minier, donc un terrain interdit au public. Il y est allé au calme, bon, il s'est fait coffrer. Il y a une ado qui est soupçonnée de dealer du shit. Il y a une ado qui a pété la dent de son ex. Alors elle lui a pété une dent au calme. Et puis le dernier héros, c'est un random qui habite dans la montagne avec sa mère. Et lui, déscolarisé, il s'en bat les couilles, voilà. Et justement, donc comme ces personnes, c'est un déscolarisé et 4 personnes en école de délinquants, ça donne une dimension politique. Ça donne une dimension populaire. Je sais pas si c'est le mot, mais ça donne une dimension de gauche, en gros. Assez forte, parce que on se met du côté des ados, alors que eux leur vie c'est un peu de la merde. Et donc même Zorg, il est trash talk. Donc Zorg, pour info, c'est le mec dans le vaisseau Power Rangers. Ouais, Zorg, c'est ridicule. Et même lui il est trash talk, et après ils se mettent ensemble, voilà, c'est dans l'idée, c'est restons ensemble, les gars, c'est cool. À mon avis, le mec là, Daniel Israélite, s'il a pas des copains dans le communisme, je Voilà, donc il y a une dimension politique. Et en plus de ça, le film se prend au second degré, à masse d'autodérision sur la série originale, c'est-à-dire ils sont conscients, c'est c'est un peu le bordel, on va avoir des... Je crois qu'il y a une meuf à un moment, elle balance une réplique, c'est on va avoir des costumes de couleur et on va faire les super-héros. Enfin sérieux, on a plus de 12 ans. Oui, littéralement, ouais, vous avez plus de 12 ans. Et pourtant vous le faites, d'où l'autodérision, etc. Dans l'ensemble, le film est cool. Dans l'ensemble, Corporate est cool. Dans l'ensemble, Les Gardiens de la Galaxie est cool. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé cinéma, beaucoup trop. On a parlé musique et on a parlé d'In the Panda. Faites un tour avant de quitter du côté du Twitter, parce que c'est cool. Ajoutez-moi sur le Discord si ça vous arrange, je mets mon tag dans la description. Et abonnez-vous, hein, parce que c'est bien, lâchez un com, mettez un post-blow. Et parlez de la chaîne autour de vous, parce que c'est comme ça que ça marche, mine de rien. Parlez de la chaîne autour de vous, parlez-en, parce que moi je fais de la pub de mon côté, mais ça suffit pas, parce que la chaîne est amenée à grandir, même si les vidéos que je fais sont pas spécialement intéressantes, elles peuvent avoir un point de vue intéressant, et donc partagez, voilà, c'est sympa, merci, c'est gratuit. Et donc maintenant, on va parler de Star Wars. Donc voilà, on est parti pour parler du manichéisme de Star Wars. Donc je sais pas pourquoi on aborde ce point dans cette vidéo, mais clairement on s'engage dans un truc. Ouais, et c'est bien. Je tiens à préciser que nous n'avons pas pour prétention d'apprendre quelque chose à qui que ce soit et que j'ai juste décidé de vous partager ce passage de notre discussion. Merci. Donc premièrement, ce qui se passe c'est que je parlais de manichéisme dans le film Les Gardiens de la Galaxie, et Lucas m'a coupé en disant que dans la première... Enfin, parce que j'ai fait parler avec Star Wars, et donc il m'a coupé en parlant du fait que la deuxième trilogie non plus n'est pas manichéenne. Donc maintenant tu vas nous expliquer pourquoi. Parce que, bon, en comptant qu'on n'ait pas vu les 3 derniers épisodes, genre 4, 5, 6, ouais. Parce que à la fin du 6, enfin je sais plus, dans les 4, 5, 6, il faudrait que je les revoie, on apprend que Darth Vader c'est Anakin Skywalker, du coup vu qu'on voit les 1, 2, 3 après, on comprend tout est spoilé, le petit... voir les 1, 2, 3 avant. Voilà, il faut voir. Parce que le gamin, bon regarde c'est spoil, mais enfin, semi-spoil, voilà, ça fait partie de la culture maintenant, même pas culture geek, mais genre, on voit le gamin Anakin, on s'attend pas à ce qu'il devienne Darth Vader, plus tard, à ce qu'il devienne un Sith. Bah quand tu vois le gamin Anakin, non voilà. Non parce qu'on voit qu'il est doué, on pense qu'il est intelligent, etc. Oui. Enfin, après dans le 2, on commence à avoir des doutes parce que il y a la mort de sa mère. Bon, dans le 3 il pète en câble, mais ça se voit, Darth Vader. Voilà. À partir du 3, c'est manichéen et ça se voit. Enfin, c'est pas manichéen, mais à partir du 3, Anakin en fait il est pleinement méchant. Mais si tu ne sais pas, si tu découvres pour la première fois, là où c'était assez bien foutu, c'est que tu ne peux pas savoir vraiment si Anakin
Enfin, qu'est-ce qu'il va devenir Anakin? Si ça va être un excellent Jedi comme ça laisse supposer parce qu'il a un taux de médicurien élevé, etc. Ou si ça va devenir un Sith, comme c'est aussi supposé. Les deux sont supposés, c'est là que c'est intéressant. Honnêtement, il y a pas de... Je sais pas comment dire, il y a pas de stress, il y a pas d'inconnu dans la suite. Alors ouais, Genre... principalement s'il n'y a pas d'inconnu, c'est parce que justement tout le monde connaît. Oui, non, mais je veux dire, ça aurait été mieux. Bon, évidemment, ça fait cliché, mais enfin, ça rend le truc tout mignon, on va dire. Enfin, voilà. Ça, c'est des clichés sympas, mais enfin, comment dire, rien que dans le 1, enfin, ils flippent. Ils ont peur d'Anakin. Oui. Parce que, enfin, c'est un gamin, mais ce gamin, il peut tous les détruire. Oui. Ça, il flippe, oui, mais enfin, après, on voit bien, rien que au début du 2, on comprend, il part en vrille, il couche avec Amidala, enfin, ça part en sucette. D'ailleurs, ça me fait penser, maintenant que j'y pense, la trilogie, enfin même les Star Wars en général, ne sont pas manichéens. C'est-à-dire que quand on parle de Dark Vador, à la fin du 6, Dark Vador, il meurt et c'est triste. Ouais, mais il change d'avis juste avant sa mort. Ouais, personne n'a de véritable haine pour Dark Vador. Je crois que je connais personne qui dit Dark Vador c'est un connard. Mais non, déjà, excuse-toi tout de suite. et déjà, enfin, comment dire, Dark Vador, il est apparu au tout début avec son vaisseau ultra classe. Comment dire, c'est le premier personnage qu'on voit le plus badass qui arrive. Oui. T'as pas envie... parce que le méchant a un charisme. Voilà, t'as pas envie de lui céder la mort. Encore un petit aparté pour préciser que j'ai perdu les derniers rushs de la vidéo, et que je préfère par conséquent conclure par ceci. Même si on n'a pas tellement développé, les méchants de Star Wars sont attachants et pas tous tout noirs, à part les vrais Sith comme Palpatine ou Snoke, et ont été temporairement dans le côté lumineux de la Force. Je répète qu'on ne cherche pas à apprendre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Merci. Donc voilà, on a fini de parler de Star Wars. Faites pas attention à ma taille, je suis assis sur une chaise Ikea. On s'en fout. C'était marrant à faire et n'hésitez encore moins à aller checker la chaîne YouTube, le Twitter, le Discord, le Steam, enfin bref, tout ce que vous voulez. Un peu mon Twitter aussi. Ouais, mais tu poses des trucs. Rarement. Ouais. Enfin, Enfin bref. j'ai 14 abonnés, ça me fait pas beaucoup. Et on vous dit au mois prochain. Normalement, si je fais pas un boulot, c'est pas un peu Que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté. Ton sourire, ton regard, on détestait ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté. Ton sourire, ton regard, on détestait ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté. Ton sourire, ton regard.